Donc bonjour Sayoa Lagadec. Bonjour Marie. Voilà, on est aujourd'hui ensemble pour parler des neurosciences. Donc Mhm. tu es thérapeute familial formé à plusieurs méthodes et puis surtout tu es docteur en neurosciences et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc tu accueilles des enfants en thérapie, des adultes, des familles aussi et tu es présidente, hein, c'est ça, de l'association des enfants précoces des Pyrénées-Atlantiques puisque tu pratiques dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc une question toute simple, hein, parce que l'idée, c'est effectivement que cette vidéo soit accessible à un public qui est absolument pas initié et qui puisse trouver des informations pour comprendre à quoi ça sert tout ce qu'on fait dans nos thérapies notamment. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, mais j'imagine que c'est pas si simple de résumer ce que sont les neurosciences, s'il te plaît. Et oui, bien sûr. Puis en plus, on dit les neurosciences déjà, donc ça montre la complexité et la richesse qu'il y a derrière ce terme, parce qu'on peut dire la philosophie, on peut dire la psychologie, mais on dit C'est les vrai. neurosciences. Donc en fait, c'est vrai que dans les neurosciences, il y a plusieurs domaines, mais pour faire assez simple, c'est ce qui va étudier l'anatomie du cerveau, comment est-ce qu'il est construit, ce qu'il y a à l'intérieur, etc., les neurones, les différentes régions. Mais aussi comprendre son fonctionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va agir et nous aider du coup à agir et à réagir face à notre environnement, dans différents contextes, etc. Donc on peut l'étudier à différents niveaux, hein. On peut l'étudier au niveau microscopique, c'est-à-dire le tout petit, la molécule ou bien le neurone, hein, la cellule de base, enfin une des cellules de base du cerveau. Mais on peut aussi l'étudier au niveau macroscopique, c'est-à-dire on entend souvent parler de circuits neuronaux, de systèmes neuronaux. Bien, en fait, c'est plusieurs régions et plusieurs endroits du cerveau qui fonctionnent ensemble pour justement aboutir à simplement lever la main ou bien Mm. parler, réfléchir, ressentir et toutes ces fonctions des plus simples aux plus complexes qui nous caractérisent d'ailleurs. Ok. Bon, nous sommes à la fin de la 7e semaine de confinement, là, aujourd'hui. Mhm. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, d'ailleurs, si un impact existe, mais en tout cas, est-ce que tu peux nous dire quelque chose de l'impact du confinement sur le cerveau? Est-ce que peut-être au niveau de la mémoire ou de la motivation, de l'insensibilité des gens, peut-être il y a des mouvements ou peut-être autre chose que je ne sais pas. Oui, alors en fait, bon, c'est une situation inédite, hein, donc c'est vrai que répondre sur l'influence du confinement sur le cerveau, aujourd'hui, nous en sommes encore incapables. Mais par contre, c'est vrai que nos connaissances sur le cerveau, son fonctionnement et surtout les facteurs d'influence de son fonctionnement peuvent nous donner des clés sur ce qui se passe pour nous tous dans cette période de confinement. Il y a par exemple beaucoup d'anxiété qui peut monter. Alors pourquoi? Rien que le terme de confinement parce qu'il y a un danger à l'extérieur, un danger en plus imperceptible, c'est-à-dire ce virus, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, donc il faut réussir à concilier et que notre cerveau puisse comprendre réellement ce qui se passe dehors, mais sans pouvoir le percevoir avec les yeux ou avec tous nos sens. Donc rien que ça peut être anxiogène Hmm. Hmm. parce que le cerveau a un peu de mal à rester sans réponse. Donc, il a besoin de mettre du sens dans ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous aussi, ils vont de leur interprétation ou de leur idée sur la question et on va tous avoir un point de vue différent sur le danger réel de ce virus, puisqu'on n'a pas toutes les informations non plus, on ne le connaît pas, hein. En tout cas, Hmm. la communauté non, tous ceux qui ne sont pas infectiologues ou virologues, en tout cas, n'ont pas les réponses. Et donc, il va falloir que le cerveau, quand même, comprenne ce que c'est, ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir tous des points de vue différents. Donc, l'anxiété peut éventuellement monter à cause de ça. Sauf que l'anxiété, eh bien, dans notre cerveau, ça va avoir une influence sur toutes ces petites molécules qui se trimballent dans l'organisme et notamment sur la sécrétion de molécules qu'on appelle cortisol, c'est la molécule du stress, et aussi de la sécrétion d'adrénaline. Et en fait, ces deux molécules vont permettre à l'organisme de se préparer face à un danger presque immédiat. Hein, les animaux, ou même nous, hein, d'ailleurs, on a un ours qui arrive devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a envie de partir. Hein. Donc, du coup, ces molécules-là vont nous aider à avoir de l'énergie au niveau des muscles, vraiment essayer d'analyser la situation, voir ce qu'il y a de mieux à faire, etc.
Donc là, aujourd'hui, lorsqu'on est confiné, on a quand même cette synthèse et on est quand même imprégné de ces molécules-là, sauf qu'on ne va pas sortir de chez nous. On est enfermé. Donc, comment faire alors qu'on est plein d'énergie et plein de stress, en tout cas, pour décharger? Eh bien là, c'est là où il faut trouver son petit truc pour pouvoir réguler, s'apaiser. Alors, ça peut être la méditation, hein, on en parle beaucoup, de la méditation de pleine conscience, beaucoup de techniques comme ça. Là, je tiens aussi à mettre en garde parce que on n'est pas tous forcément réceptifs à ce genre de propositions pour se réguler. Donc, juste des choses simples, écouter de la musique, même si son ado écoute par exemple du rap ou autre et que c'est pas forcément ce qui va nous apaiser, peut-être que pour lui, ça va l'apaiser, ça va apaiser son cerveau et diminuer cette synthèse d'adrénaline et de cortisol. Donc, en tout cas, ça va être trouver son petit truc pour apaiser, pour diminuer cette synthèse de molécules, puisque c'est vraiment biologique. Voilà. D'accord, oui, donc c'est un bel exemple sur l'anxiété. Moi, je me posais des questions sur la mémoire. Je trouve que, Oui. voilà, pour resituer dans le temps depuis ces 7 semaines les choses, c'est moins facile. C'est Et moins facile. Donc, la mémoire, c'est vrai, puisque d'ailleurs, ça, c'est des données assez récentes hein, sur mémoire et cerveau, et notamment activité physique, mémoire, apprentissage et cerveau. C'est assez récent, puisque ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on s'y intéresse, et on en parle beaucoup plus ces dernières années, Hmm. où on sait que finalement, avoir une activité physique régulière permet d'augmenter les capacités d'apprentissage, de concentration, et donc, c'est vrai que là, lorsqu'on est confiné, il est très important de quand Ouais. même pouvoir aller se balader. Hein. Une activité physique, ce n'est pas du sport. Et ça, c'est important de faire la différence. Sur le cerveau, c'est une activité physique qui va avoir une influence pour, d'une part, augmenter les capacités de mémorisation et d'apprentissage, mais d'autre part, pour apaiser aussi tout ce qu'on vient de dire sur l'anxiété. Et en apaisant l'anxiété, on augmente aussi les capacités d'apprentissage et de mémorisation. Après, c'est pareil aussi sur les rythmes veille-sommeil. Là aussi, on va avoir une Hmm. influence du confinement parce que bien, si on reste chez soi, et d'autant plus si on est en appartement, on va avoir moins de lumière, par exemple, qui va se projeter sur notre rétine hein, et donc qui va être captée par notre cerveau. Et donc, c'est quand même, nous sommes des animaux, donc nous réagissons à l'environnement et notamment à cette lumière. C'est-à-dire que le matin, c'est important d'aller se mettre même à sa fenêtre pour capter cette luminosité plus intense du matin pour avoir un réveil plutôt efficace et un peu plus dynamique que si on reste tous les jours dans son lit à traîner un peu, à même travailler hein, et regarder ses documents voilà, sur le canapé, etc. C'est important vraiment d'aller s'exposer à la lumière pour pouvoir garder ce rythme biologique au niveau du cerveau, mais au niveau de l'organisme complet, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir être le plus serein et rester vraiment dans un rythme qui est physiologique et nécessaire pour rester régulé et avancer et rester dynamique et du coup rester motivé, en tout cas au maximum. Parce que là, après, c'est important de se dire que c'est normal, physiologique et sain d'avoir un peu moins de motivation, un peu moins d'entrain, mais il faut quand même avoir ces petits trucs et ces petites astuces pour maintenir une stabilité, une homéostasie. Quoi. Ok, donc nous n'avons plus qu'à implorer le soleil d'être là tous les jours, en fait, hein, c'est ça? On Aussi, peut. aussi. Mais est-ce que c'est la même chose pour les enfants et les adultes? Est-ce que c'est les mêmes besoins par rapport voilà, à ce que tu dis, pour réguler l'anxiété, pour être... Oui, alors les mêmes besoins, oui. C'est-à-dire qu'on va tous avoir besoin, enfants, adolescents, adultes, on va tous avoir besoin et envie justement d'avoir des buts, des motivations, des choses qui nous stimulent. Mais par contre, on va avoir une réaction face à ça différente. Un enfant, bien sûr, son cerveau n'est pas encore mature, puisque la maturité neuronale et cérébrale n'est acquise que vers 21, 22 ans. Alors après, on est dans le biologique, donc il n'y a pas un terme fixe. Hein. C'est pas à 21 ans, ça y est, son cerveau est mature. Mais par contre, c'est important de voir que la maturité cérébrale, elle est assez tardive et que cette maturité cérébrale, elle termine surtout par tout ce qui est cortex frontal. Alors, frontal, comme son nom l'indique, hein, c'est juste derrière le front, ici. Et donc, cette région-là permet, entre autres, de pouvoir notamment réguler les émotions et les émotions négatives.
Donc, réguler, ça veut dire apaiser quand on est triste, apaiser quand on est en colère ou anxieux, stressé, etc. Donc, c'est important de voir cette différence parce qu'il me semble que c'est la plus importante en cette Mm. période, c'est de pouvoir faire avec les émotions qui sont là et qui sont normales mais qui sont là. Donc, du coup, l'enfant, il va falloir l'aider justement à trouver ces petits trucs et ces petits trucs qui vont lui permettre de s'apaiser. Donc, en fait, le but, c'est que l'adulte joue le rôle de cortex préfrontal ou de cortex frontal, Pour son c'est-à-dire, enfant. Mm. et oui, pour son enfant, Mm. pour pouvoir justement l'aider à réguler et aider à pallier à ce qu'il n'a pas encore Ouais. en lui, quoi. Donc, il me Et oui, semble c'est que ça. ça, C'est en développement, c'est en évolution. c'est C'est ça, une exactement. évolution. Mm. Et puis concrètement, ça peut se faire par ben voilà, les rythmes ou les rituels du soir au moment du coucher, parce que le sommeil peut être quand même une question assez importante hein, dans Oui. cette période de confinement. Et donc les enfants, ça peut être aussi prendre beaucoup plus le temps le soir pour les coucher, lire l'histoire, câliner, Mm. discuter. C'est beaucoup plus rassuré en fait pour jouer ce rôle voilà, de régulateur. Donc là aussi, ça suppose que le parent ait bien pris le soleil le matin et pu Exactement. faire une petite marche ou lire un livre ou avoir un temps pour lui pour être suffisamment disponible. Et oui, tout à fait, c'est C'est ça. exactement ça. Et c'est ce qui est important hein, pour les parents, les adultes à savoir. Je dis les adultes en général parce que bien sûr, il y a les parents, mais il y a tous nos collègues de la protection de l'enfance aussi qui soutiennent les familles, qui soutiennent. Et donc, c'est important de comprendre ça, que c'est en se régulant soi qu'on va pouvoir du coup réguler et aider nos enfants à s'apaiser, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ce que tu nous redis là, c'est on est aussi voilà, très sollicité, je trouve, depuis le confinement et puis même avant. Hein, voilà, tu cites plein d'exemples, la méditation, des activités. Je trouve qu'on est sursollicité pour ça. Ça peut un peu nous mettre la pression aussi en tant que parents parce qu'il faut arriver à tout faire et bien faire. Et au final, on n'a pas assez d'heures dans la journée pour faire tout ça. Limite, on devrait même presque peut-être plus travailler. J'en sais rien pour arriver à être suffisamment adapté et performant sur tous les fronts. Ceci dit, par rapport à tout ça, puisque tous ces programmes-là ou tout ce qui est proposé s'appuie quand même sur ces dernières découvertes en neurosciences, en fait. Hein, ça a été un peu la révolution et donc après, plein de nouvelles choses sont nées et c'est très très bien parce qu'on est un peu plus informé. Mais moi, j'ai encore envie de réduire un peu toutes ces connaissances pour que les parents qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent, tout simplement, finalement, à quoi ça sert de faire le lien entre neurosciences, notamment affectives et sociales, donc celles que tu viens de citer, qui sont les neurosciences qui permettent d'être disponibles pour son enfant et qu'on a une action sur notre enfant grâce, entre autres, hein, à cette disponibilité. Mhm. À quoi ça sert de faire le lien pour le parent entre neurosciences et mieux-être de l'enfant, je le dis aussi simplement que ça. Oui, ben, c'est une question importante. Et puis même, tu as soulevé au tout début de ta question cette problématique de, ben, finalement, c'est très bien d'utiliser les connaissances en neurosciences, mais attention à la surcharge et à la surinformation pour la performance et pas pour le mieux-être, justement, des enfants. Et c'est vrai que l'explosion et la vulgarisation ben, très grande hein, qui se fait en ce moment des neurosciences. Alors, j'aime pas trop ce terme de vulgarisation parce qu'il n'y a rien de vulgaire à Oui, parler du cerveau simplement. Mais c'est vrai que c'est le terme qui est rendre employé. accessible en fait. Rendre accessible, exactement, et compréhensible parce que c'est pas si différent. Ok, c'est un organe qui va nous permettre de penser et de ressentir, donc ça fait quelque chose d'un peu ben, non palpable, hein. Mais c'est vrai que c'est important déjà de mettre ce point-là en avant, de ne pas utiliser les neurosciences pour la performance. Et ça, c'est important de pouvoir le dire aux parents, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller utiliser toutes ces données et dire, bon, ben, on sait que la méditation fait du bien au cerveau, apaise du coup l'enfant, donc on va forcément faire de la méditation. C'est bien d'en faire parce que ça nous correspond en tant que parents, parce que ça lui correspond en tant qu'enfant. Mais pour d'autres, ça va être d'autres méthodes. Et ça, vraiment, c'est important pour moi de faire passer ce message. Après, à quoi ça sert? Ça va servir quand même aussi
par exemple, à se décaler face à un comportement de son enfant. Je m'explique. Il va y avoir des situations où l'enfant de 3, 4 ans va pouvoir exploser, par exemple, de colère. On entend ce terme d'explosion de colère. Ouais. Et du coup, le parent de se dire, oui, mais je sais pas, il m'a tapé ou il m'a lancé quelque chose. Bon. Donc, bien sûr que c'est des comportements qu'il faut reprendre chez son enfant. Ça, on est tout à fait clair avec ça. Mais par contre, reprendre, ça ne veut pas dire qu'il faut aussi le prendre pour soi et en faire toute une montagne dans le sens où c'est des comportements adaptés au développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où le cerveau va avoir du mal à gérer une quantité d'informations et d'émotions qui vont arriver en même temps. Donc, sa seule possibilité à ce moment-là, ça va être cette explosion, entre guillemets, d'émotions. Donc, on va essayer de réguler, si encore une fois, on est assez disponible, mais éviter de le prendre pour soi parce que c'est pas contre le parent, c'est pas mon enfant ne m'aime pas, c'est mon enfant a cette explosion de stimulation cérébrale qui arrive. Donc ça permet déjà de pouvoir, en tant que parent, se décaler du lien avec son enfant plutôt que de la compréhension de ce qui se passe juste pour lui et d'être là et du coup plus disponible pour lui et de moins s'activer en tant que parent. Donc, on fait le lien entre le comportement et l'action, hein, en fait, aussi. C'est ça que tu Exactement. dis. Hein, d'accord. Exactement. Et l'explication de ce comportement. Ça permet aussi, parce qu'il y a une grande montée de la psychologie positive, et c'est vraiment très bien aussi, mais il y a des situations où, pareil, on n'est pas disponible, on ne peut pas faire parfaitement. Mais ça, par exemple, on va avoir un rendez-vous important pour son enfant, pour son tout petit, par exemple, son bébé, chez le médecin, chez le pédiatre, alors que c'est l'heure du repas. Bon, donc notre bébé va pleurer, il va manifester la faim, tout simplement, hein, et on va pas être là tout de suite disponible. On va être disponible, mais la situation est telle qu'on va pas pouvoir répondre à son besoin tout de suite. C'est un Oui, exemple vraiment tout simple. bien Mais sûr. là, encore une fois, un bébé va apprendre des comportements qui se répètent fréquemment et son cerveau va enregistrer dans ses connexions entre les neurones, entre les cellules, les comportements qui arrivent le plus fréquemment. Et donc, si une fois on n'a pas pu répondre tout de suite à cette sensation de faim et qu'on est resté finalement 1 heure avec son bébé qui pleurait parce qu'il avait faim, eh bien, on pourra se dire, OK, on va derrière pouvoir apaiser et pouvoir se dire, oui, mais il y a eu une fois, c'est très rare, et là, c'était pour aller chez le médecin. C'est quand même quelque chose d'important aussi. Donc, ça permet aussi de déculpabiliser sur certaines petites choses toutes simples du quotidien, des parents, des nouveaux parents, etc. Oui, donc j'imagine qu'on peut décortiquer des tas de situations comme ça avec toi et qu'on peut les penser avec ce recul nécessaire et cette analyse qu'on retrouve grâce aux neurosciences, en fait. C'est ça. C'est Donc, ça. on gagnerait à avoir un peu plus de réponses pour finalement s'accorder, en fait, aussi ensemble, en fait, quel que C'est soit les exactement types de ça. relations, en fait. Oui, Ouais, s'accorder d'accord, et être plus disponible et plus tranquille en tant que parent c'est pour ça. répondre aux besoins et aux manifestations de son enfant. Donc ça c'est un sacré bénéfice quand même, hein, Tout à fait. pour le Tout à quotidien fait. et puis justement pour prévenir d'éventuels aussi symptômes qui peuvent s'enclencher plus tard dans la vie si effectivement il n'y a pas cet accordage euh, quotidien, régulier Régulier. avec Mm. une personne connue et suffisamment adaptée. Exactement. D'accord. Exactement. C'est Ok, vraiment la ok. régularité que connaît le cerveau, en fait, et Ok. qu'apprend le cerveau. Parfait. Dis-moi, j'ai une dernière question. Si on est plutôt là du côté des psychothérapies, pourquoi est-il nécessaire pour les thérapeutes d'avoir des connaissances en neurosciences lorsqu'ils proposent des thérapies? Mhm. Bon, la première des choses par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est de pouvoir justement transmettre ces informations et être dans le côté éducatif avec les parents pour justement voilà, être dans la transmission de ces connaissances et de pouvoir
pouvoir aider le parent à cet accordage, cette tranquillisation, etc. Après, c'est important aussi sur, par exemple, le principe même de la psychothérapie qui va être la discussion, l'échange sur un vécu. Un vécu qui est d'un passé très récent ou un passé plus lointain, en fonction des méthodes, des techniques, du thérapeute, etc. Puisque la mémoire, tu parlais de la mémoire tout à l'heure, on fait appel à la mémoire quand on est psychothérapeute et donc au souvenir. Et il faut savoir en neurosciences que lorsqu'on rappelle un souvenir en mémoire, on va le modifier. Dès qu'on le rappelle, on le modifie. Les connexions neuronales peuvent même être modifiées. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que on raconte qu'on a mangé une glace au chocolat et en fait, en réalité, elle était à la framboise. C'est pas du tout ça. Mais c'est la perception qu'on va avoir du souvenir qui peut être modifié et que l'on va aider justement à modifier, c'est-à-dire une grande peur, une grande tristesse, une forte émotion négative liée à un souvenir. On va amener le patient à pouvoir justement baisser cette perception du souvenir pour mieux vivre avec, puisque le souvenir restera tel quel, mais la perception, par exemple, est très importante. Donc, quand on est psychothérapeute, on joue clairement sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se modifier et à apprendre en permanence des nouvelles choses. Et donc, on va vraiment jouer ce rôle-là de pouvoir percevoir les choses différemment et jouer, entre guillemets, c'est pas le bon terme jouer, c'est en tout cas influencer la plasticité cérébrale pour être dans l'accompagnement, pour être dans la prise en charge des patients. D'accord, donc la thérapie serait le lieu de ces nouvelles expériences où justement on peut s'exercer comment on peut dire, à remanier ou à enclencher une plasticité cérébrale. Exactement. C'est exactement ça. Et de pouvoir accompagner son patient à justement modifier cette perception petit à petit. Pas le souvenir, je le répète encore, mais la perception. Et donc, du coup, pouvoir, mais que ce soit dans les deux sens, c'est-à-dire pouvoir percevoir que ce qu'on a vécu était vraiment très difficile alors qu'on n'en avait pas forcément conscience, ou au contraire, apaiser un souvenir qui était très difficile, mais essayer de le ranger dans le passé et pouvoir faire vivre avec le présent plus tranquillement. Il y a vraiment tous ces différents schémas qui existent, mais c'est vraiment important de se dire que il y a une modification neuronale à chaque fois qu'on va venir rappeler un souvenir, discuter, vivre une émotion et en toute sécurité, puisque le psychothérapeute est garant de cette sécurité justement émotionnelle dans son cabinet. Donc, es-tu en train de dire que plus il y a de modifications neuronales, plus notre cerveau vient faire des connexions qui ne se faisaient pas et retrouve peut-être une circulation, une synchronisation plus efficace et pour fonctionner au quotidien avec lui-même et avec les autres. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, en tout cas, c'est l'hypothèse qui est actuelle. Alors, les sciences n'ont pas encore validé ça, quoique pour les thérapies de type EMDR, ça a été validé, c'est-à-dire que dans les traumatismes psychiques, il y a une réelle déconnexion entre les systèmes des émotions et les systèmes de régulation, hein, toujours avec cette logique, etc. Et que la thérapie, à terme, a permis de reconnecter ces deux parties-là. De les relier entre elles, en fait. De les relier, exactement. Et ça crée plus de connexions. Oui. L'idée, c'est que cette électricité dans nos gaines là se fasse partout et crée plein de ramifications. C'est comme ça qu'on est en meilleure santé, c'est ça? C'est ça. Parce qu'en plus, les nouvelles techniques d'études du fonctionnement cérébral aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle. Donc, c'est comment les structures s'activent, c'est-à-dire fonctionnent en même temps, c'est-à-dire créer un circuit. Et donc, lorsqu'il y en a une qui, chez la majorité des gens, fonctionne dans un système et que chez une personne, elle ne fonctionne pas en même temps, on va essayer de travailler de telle sorte à ce qu'elle se rallie au reste du système comme dans un fonctionnement chez la majorité des gens. Je n'utiliserai pas le terme de fonctionnement normal, mais un fonctionnement comme chez la majorité des gens. Tout à l'heure, tu parlais de traumatisme avec, pour le coup, un récit. Donc, j'imagine que à nous faire vivre de nouvelles expériences nous permettent aussi de nous raconter, aussi d'augmenter notre capacité de pouvoir raconter nos histoires de vie si justement on crée ces connexions un peu plus grandes, en fait.
Docteur Exactement. Mmh. Exactement, de se raconter et de connaître les sensibilités et de pouvoir aussi renforcer les ressources. Voilà, de pouvoir optimiser et de nouveau trouver de la régularité dans des ressources que l'on a et qu'on l'on exploite peut-être pas assez. Donc, le psychothérapeute va aussi pouvoir amener son patient oui, amener de la régularité et donc de l'apprentissage et du renforcement dans ces ressources qu'il a. Hein, et ça permettrait un renforcement neuronal aussi de ces circuits ressources, hein, si on peut les appeler comme ça. Voilà, on peut vraiment le faire pour effectivement se raconter dans les choses les plus difficiles comme dans les choses Oui. ressources et appui que l'on a. C'est Et vraiment juste important d'avoir ces deux. Oui, donc juste pour éviter toute confusion, se raconter, c'est pas s'écouter ad vitam aeternam, hein, c'est comment tu définirais cela juste pour finir, que l'intérêt de se raconter? L'intérêt de se raconter, c'est pouvoir se comprendre et pouvoir ben justement savoir quels sont les souvenirs et quels sont les moments et les expériences, plus que souvenirs, les expériences qui nous amènent à être qui on est aujourd'hui et donc qui modélisent et modifient notre cerveau. Mais c'est vrai pour hier, pour aujourd'hui et même les expériences du futur, c'est-à-dire s'imaginer des choses, etc. C'est aussi faire des expériences. Donc vraiment, euh, on peut se raconter, on peut être dans la ressource, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et ça, je pense que c'est plutôt positif et c'est plutôt plein d'espoir pour des situations un peu compliquées comme celles que nous vivons aujourd'hui. Ok, ok, ben écoute, Sayoa, je te remercie beaucoup, c'était un moment précieux, très riche, Merci à toi. et puis à bientôt, au Oui, à revoir. bientôt. Au revoir.